Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à vous être inscrits et vous êtes connectés. Merci pour votre présence. Je suis donc avec Patrick Janel, qui est le responsable de la gestion privée chez Equance, l'expert de la gestion privée internationale. Nous allons aborder aujourd'hui le thème comment bien déclarer et optimiser ses revenus 2020. On a à peu près 1 heure ensemble. Donc, ce qui est très important, c'est poser bien vos questions. Il y a un petit onglet questions en bas à droite. Donc, c'est très simple. Vous posez vos questions. Vous avez la chance d'avoir notre expert pour y répondre. Donc, vous pouvez aussi nous faire un petit coucou pour démarrer la session. Là, vous êtes déjà plus d'une centaine. Dites-nous où vous êtes. C'est peut-être le matin pour vous sur le continent américain, le soir en Asie. Donc, faites-nous un petit signe. Dites-nous où vous êtes. Ça sera un plaisir évidemment de vous saluer et surtout donc posez bien vos questions. On a 1 heure ensemble. Ce webinaire sera disponible en replay 5-6 minutes après la fin de la session. Vous recevrez un mail. N'hésitez pas évidemment à le faire connaître à vos amis, connaissances, collègues qui n'ont pas pu y assister ou qui ne se sont pas inscrits mais qui sont intéressés par ce sujet. Il y aura également un article dans les prochains jours dans le petitjournal.com qui reprendra la session avec la vidéo YouTube. Donc pareil, n'hésitez pas évidemment à la partager. Voilà, je vois Fabrice qui est à l'île Maurice, Serge qui est à Rio, Sébastien qui est en Suisse, Mireille qui est à Bangkok, Thierry à Doha. C'est bien, super. Merci, bravo à tous. Je vais laisser la parole pour commencer à Patrick pour qu'il se présente en quelques mots et qu'il nous présente également le groupe Equance en quelques mots. Puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci Hervé, bonjour à tous. Merci et bien écoutez, bienvenue pour cette question, cette séance consacrée, comme on le sait chaque année, à la déclaration d'impôt. Alors moi je suis donc Patrick Janel, je suis le responsable de la gestion privée chez Equance. Je gère toute la partie ingénierie patrimoniale. Equance, certains le savent déjà, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, nous sommes un groupe présent internationalement puisque nous sommes présents sur les 5 continents, dans le monde entier, avec plus de 50 consultants dispatchés dans divers pays. Au siège à Montpellier, nous avons le siège social, où les fonctions support donc, sont réunies. Et donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est responsabilité de la gestion privée dans le groupe Equance. Voilà. Merci. Alors, je crois que comment bien déclarer et optimiser ses revenus 2020, on est en pleine actualité puisque je crois que les dates viennent juste d'être données. Patrick, je ne sais pas si vous voulez commencer par ça avant que… Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment d'actualité. Exactement. Le service en fait de déclaration doit ouvrir aujourd'hui, le 8 avril. Et donc, les dates limites de dépôt ont été communiquées par le gouvernement. Alors, pour ceux qui font encore une déclaration papier, alors je vous rappelle que normalement, la déclaration papier, on ne doit plus en faire. Et que normalement, si on a un accès Internet et qu'on continue à faire une déclaration papier, on peut être sanctionné. Donc, le dépôt, quand même, pour des gens qui n'ont pas accès Internet ou qui ne savent pas servir d'Internet, c'est le 20 mai. Date limite de dépôt de la déclaration papier, le 20 mai 2021. Ensuite, comme chaque année, il y a 3 zones. 3 zones dispatchées selon le département dans lequel vous habitez. Alors, pour les non-résidents, ça concerne, je pense, la plupart de notre audience. La date de déclaration est le 26 mai, minuit. Voilà. Ça concerne donc les non-résidents et pour les gens qui habitent dans le département de l'Ain jusqu'au département 19, numéro 19. Ensuite, la deuxième zone, ça sera le 1er juin, minuit. Donc là, c'est les départements entre le département 20 et le 54. Et la troisième et dernière zone, ça sera dépôt le plus tard, le 8 juin. D'accord. Donc ça, c'est pour les départements 54 et jusqu'à l'outre-mer. Voilà. Sachant que, juste une spécificité, des gens qui ont des sociétés civiles doivent déposer électroniquement également leur déclaration de la société civile avant le 19 mai minuit. Voilà. Donc, quelques personnes, des fois, ont des revenus par l'intermédiaire de sociétés civiles et donc la dernière date sera le 19 mai. Voilà. Très bien. Alors, je dois juste souligner qu'on va vous faire parvenir, et ça sera dans l'article publié par lepetitjournal.com, un petit tableau récapitulatif
qu'on ne peut pas partager là pour juste une question de fichier informatique, mais j'espère que vous avez noté les dates. Mais de toute façon, on vous fera parvenir ça. Et merci Patrick pour ces précisions. Je vais peut-être, Patrick, commencer par une première question avant d'aborder les questions des internautes. C'est si je possède, donc si je vis à l'étranger et que je possède des revenus fonciers en France, sont-ils imposés? Comment sont-ils imposés? Oui, tout à fait. Alors, en tant que non-résident, vous avez la même obligation de déclaration en tant que non-résident pour les revenus fonciers qu'un résident de France. Alors déjà, un revenu foncier, je rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est quand on loue un appartement loué nu, vide. C'est-à-dire que c'est le locataire qui amène ses meubles et qui le meuble. À ce moment-là, vous rentrez dans la section déclaration de revenus fonciers. Mais également, si vous possédez un bien immobilier par l'intermédiaire d'une société civile, par exemple, ou par l'intermédiaire d'une société civile de placement immobilier, ce qu'on appelle une SCPI, vous devez également déclarer ces revenus aux revenus fonciers. Donc, c'est le formulaire 2044 qui est fourni par l'administration française. Et comme vous allez faire exactement la même déclaration qu'un résident de France. Donc, si vous allez déclarer vos revenus, vous allez déduire vos charges et vous allez avoir une imposition nette qui sera en ce moment-là taxée à l'imposition sur le revenu. Et en tant que non-résident, est-ce qu'il y a une différence d'imposition liée à la CRDS, selon qu'on habite dans l'UE ou hors UE? Alors oui, tout à fait. Ça, c'est une particularité de notre système. Ça remonte à un très, très vieux contentieux dans lequel les coins étaient très actifs. Il se trouve que l'État français, à l'origine, voulait imposer la CSG-CRDS à tous les déclarants, soit non-résidents ou résidents. Donc, il y a eu un contentieux en disant écoutez, ce n'est pas normal, moi qui suis résident de l'Union européenne, je cotise déjà un système de sécurité sociale dans mon pays et je ne vois pas pourquoi je vais devoir payer 2 fois les cotisations. Je paye déjà dans mon pays de résidence et pourquoi en France on va encore m'imposer la CSG-CRDS? Donc, un contentieux a été initié par un monsieur qui s'appelle M. de Reuters, qui était résident aux Pays-Bas. Et ce monsieur a gagné devant la Cour de justice de l'Union européenne qui a décidé qu'effectivement, la CSG-CRDS pour les résidents de l'Union européenne ne devait pas s'appliquer. Très bien, parfait. Donc, le gouvernement, bien sûr, a fait un tour de passe-passe, il a requalifié cet impôt sur un autre impôt, et par conséquent, les résidents sont à nouveau retrouvés à devoir payer cela. Les décisions ont à nouveau été cassées, et un non-résident qui n'habitait pas dans l'Union européenne s'est dit, écoutez, puisque la Cour de justice pour les résidents de l'Union a cassé, on va dire, cette décision, pourquoi nous-mêmes, nous devrions être soumis? Malheureusement, c'est la règle J1. Malheureusement, pour les résidents hors de l'Union européenne, ils sont toujours soumis à la CSG-CRDS. Donc aujourd'hui, il y a 2 régimes. Vous êtes résident de France et vous êtes résident hors de l'Union européenne, vous êtes soumis à la CSG-CRDS. Vous êtes non-résident, mais vous habitez dans l'Union européenne, vous n'êtes plus soumis à la CSG-CRDS, mais vous êtes soumis à ce qu'on appelle un prélèvement solidaire de 7,5%. Ce prélèvement solidaire, en fait, concrètement, c'est fait pour contourner plus ou moins cette décision de justice européenne. Et par conséquent, sur les revenus du patrimoine, revenus donc immobiliers, les résidents de l'Union doivent payer 7,5 et ceux qui sont hors de l'Union continuent à payer les 17,2. Je voulais juste préciser un point, c'est que pour bénéficier de ce 7,5%, il faut bien sûr adhérer à un système de sécurité sociale dans son pays de résidence dans l'Union européenne. D'accord? Et pour cela, il ne faut pas oublier chaque année de mentionner cela sur votre déclaration d'impôt. Par défaut, on va vous faire payer la CSG-CRDS. Donc, si vous ne pensez pas à cocher la bonne case, on va vous imposer la CSG-CRDS. Donc, il faut surtout ne pas oublier dans la déclaration de cocher la bonne case, c'est dans la section 8, je crois, de mémoire de la déclaration 2042, de dire « Je suis résident de l'Union européenne, de la Suisse, du Liechtenstein, j'adhère à un système de sécurité sociale local et donc je ne serai redevable que du prélèvement de solidarité de 7,5. » Très bien, c'est très clair. Allez, on va passer aux questions des internautes, aux premières questions. N'hésitez pas à poser bien vos questions. J'ai une question de Laurent qui est résident fiscal en Belgique qui touche une retraite reçue de la France. Il demande comment déclarer. Alors,
Il faut déjà distinguer le type de retraite. Si c'est une retraite, on va dire, de droit privé, de droit public. Et ensuite, il faut regarder la convention fiscale entre la France et la Belgique. Alors, je ne connais pas par cœur la convention franco-belge, mais je peux vous énoncer les principes. Généralement, on va dire, dans 99% des cas, lorsque la retraite est versée par un organisme public, donc par exemple, vous avez été fonctionnaire en France, vous avez été ou un organisme d'une collectivité publique, un département, ou, qui vous verse une retraite, en principe, la France se réserve le droit de conserver la taxation de cette retraite. Si c'est une retraite privée, donc une retraite ou bien de sécurité sociale ou une retraite privée mise en place par votre entreprise, là, il faut regarder la convention. Certaines conventions diront les retraites de sécurité sociale ou de droit privé continueront à être taxées par la France, et d'autres conventions diront non, c'est dans le pays de résidence, dans l'état de résidence, que la retraite devra être taxée. Voilà. Donc, en fait, tout dépend comment il rédige la convention. D'accord, très bien, merci. Serge demande, nous sommes de retour en France. Devons-nous déclarer nos comptes à l'étranger tout de suite ou avons-nous 5 ans pour le faire? Alors non. Déjà, quand vous êtes de retour en France, déjà, il faut savoir une chose. Vous allez peut-être devoir faire 2 déclarations lors de votre retour. Une première déclaration si vous touchiez déjà, lorsque vous êtes expatrié, des revenus de source française. Si c'est le cas, et seulement si c'est le cas, vous devrez déclarer donc du 1er janvier à la date de votre retour ces revenus de source française. Et le jour de votre retour, par exemple, vous êtes rentré, je ne sais pas moi, disons le 1er septembre, vous allez faire une déclaration du 1er septembre au 31 décembre. Et c'est dans cette déclaration-là que vous devrez déclarer vos revenus, vos comptes ouverts à l'étranger, mais également les comptes qui auront été fermés l'année de votre retour. Donc, il ne faut pas oublier, la déclaration aujourd'hui se fait de manière électronique. Quand vous allez arriver sur le menu au niveau de la déclaration, il y aura une case en disant « Avez-vous des comptes à l'étranger ?» Il faudra cocher cette case et à ce moment-là, quand vous faites votre déclaration, vous arriverez sur le bon formulaire et vous devrez effectivement déclarer vos comptes. Et même, je le répète, même les comptes qui ont été clôturés l'année de votre retour, sous peine d'amende, d'une amende de 1 500 €. Par contre, non déclaré. Très bien. Une question de Karine, Patrick. Donc, Karine demande, pourriez-vous nous expliquer comment déclarer les revenus de location meublée en tant que LMNP? Et peut-être juste nous redire un petit peu ce que c'est LMNP. Voilà. Le LMNP, c'est la location meublée non professionnelle. Effectivement, quand une personne possède un appartement et qu'elle a décidé de le meubler, donc on n'est plus dans le régime des revenus fonciers dont j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, on tombe dans le BIC, bénéfice industriel et commercial. Là, dans ce régime-là, vous avez, on va dire, 2 sous-régimes en ce qui concerne la location meublée. Vous avez la location meublée à titre professionnel, selon certains critères, et la location meublée non professionnelle. D'accord ? Si vous êtes qualifié de non professionnel, c'est-à-dire que vous avez des recettes inférieures à 23 000 € et que ces recettes ne soient pas supérieures à vos revenus professionnels, vous serez qualifié de non professionnel. Dans ce cas-là, vous serez soumis donc à la CSG-CRDS ou au prélèvement de solidarité, tout dépend dans quel pays de l'Union vous habitez ou hors de l'Union. Et par principe, vous devrez déclarer, vous serez imposé sur la moitié de vos recettes. C'est le régime du micro-BIC. Effectivement, si vous percevez moins de 71 000 ou 72 000 € par an, ce qui est souvent le cas, vous serez d'office soumis au micro-BIC. Les micro-BIC, donc, vous serez taxé à hauteur de 50% du montant de vos loyers perçus. Vous ne pourrez déduire aucune charge. Donc, je prends un exemple, vous touchez 10 000 € de location meublée, eh bien, vous serez taxé sur 5 000 €. Voilà. Par contre, vous pouvez décider d'opter pour ce qu'on appelle le régime réel. C'est-à-dire que là, on va se positionner comme une entreprise. Donc, il faudra avoir affaire à un expert comptable qui va traiter votre bien meublé comme une entreprise. Donc, il va vous faire un bilan. Vous aurez un compte de résultat avec un passif, un actif, des charges et des produits. Vous pourrez à ce moment-là ce qu'on appelle amortir le bien. Vous pouvez donc passer une charge fiscale sur ce bien-là
qui fait en sorte que votre résultat sera quasiment à zéro et vous n'aurez quasiment pas d'impôt à payer parce que les charges, notamment comptables, seront supérieures aux produits reçus et donc à ce moment-là, vous n'aurez pas d'impôt à payer. Mais par principe, il faut savoir une chose, c'est que vous êtes au micro. Voilà. Et si vous souhaitez passer au régime réel, il faut opter avant le 1er février. Si vous n'optez pas avant le 1er février, il faut déclarer en micro. D'accord, très bien. Du coup, ça sera pour l'année prochaine pour ceux qui ont... Voilà, tout dépend bien sûr du montant. Si madame a plus de 72 000 euros, elle sera au réel, mais bon, c'est très rare quand même. Bien sûr. Alors, une question de Olivia, qui est résidente en Espagne et qui dit « Je détiens des parts SCPI et comment fait-on la déclaration ?» D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence aussi si on détient des parts SCPI européennes ou seulement françaises? Tout à fait. C'est exactement la bonne, je dirais, la bonne sous-question, puisque pour un non-résident, il faut distinguer l'origine de la SCPI. La SCPI, donc je le rappelle brièvement, c'est une société civile de placement immobilier, c'est ce qu'on appelle communément de la pierre papier, dans lequel vous allez investir. Cette SCPI va aller acheter des immeubles, des entrepôts, des crèches dans des pays, la France, l'Espagne, l'Italie, et va vous reverser ce qu'on appelle un dividende qui est au plan fiscal un loyer, un revenu foncier. Alors quand on est non-résident, il faut regarder l'emplacement des immeubles, où se situent physiquement les immeubles. Si la SCPI détient des immeubles en France, en tant que non-résident, vous devrez, comme tout Français, déclarer les revenus de cette SCPI sur les immeubles français à l'administration fiscale française. Donc, vous ferez la 2044, dont nous parlions tout à l'heure, et on vous imposera sur le résultat net. Si vous êtes non-résident et que vous détenez des parts de SCPI, mais que ces SCPI ont des immeubles situés non pas en France, mais en Angleterre, en Allemagne, en Lituanie, en Estonie, en Italie, vous ne serez pas taxé en France sur ces revenus d'immeubles étrangers. Donc, il faut bien distinguer, de temps en temps, vous avez des SCPI qui sont mixtes, qui ont, ça veut dire, des immeubles situés en France et des immeubles situés à l'étranger. Donc, en tant que non-résident, vous ne déclarerez seulement que les revenus des immeubles situés en France. Et les revenus des immeubles situés à l'étranger devront être déclarés dans votre pays de résidence selon la convention fiscale qui existe entre le pays du lieu de situation du bien et votre pays de résidence. Très bien, allez, on continue. Posez bien toutes vos questions, les internautes. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Patrick Janel du groupe Equance est là pour vous répondre. J'ai une question là de Gabriel qui demande est-ce que les non-résidents hors UE sont imposés sur les dividendes perçus d'entreprises étrangères cotées du coup à l'étranger? Il prend l'exemple du Standard & Poor's aux États-Unis. Alors, par principe, les non-résidents ne sont pas taxables sur les produits de valeur mobilière qui perçoivent de la France. Donc, pareil, vous avez peut-être, comme vous dites, un portefeuille en France dans lequel vous détenez des actions étrangères qui ont un dividende. La France ne taxera pas le dividende. Il faudra peut-être vérifier la convention fiscale qui existe, en revanche, entre votre pays de résidence et le pays où se situe le siège social de la société. Mais en ce qui concerne la France ne taxe pas les dividendes. Elle peut être amenée, selon la convention fiscale, à effectuer ce qu'on appelle peut-être une retenue à la source. C'est possible. Ça, il faut regarder le texte de la convention fiscale entre la France et le lieu de situation de la résidence de la personne, sachant que si une retenue à la source est effectuée par la France, à ce moment-là, cela peut constituer un crédit d'impôt dans votre pays de résidence. C'est-à-dire que vous devrez bien sûr, donc, comme je vous le disais, déclarer votre dividende dans votre pays de résidence, mais vous pourrez déduire la retenue à la source qui aura été effectuée par la France. Très bien. Une question de Béatrice qui prend son exemple. Elle travaille à l'étranger, alors elle ne dit pas où, mais bon, dans un pays où l'impôt est prélevé à la source et donc déjà payé. Elle dit, faut-il déclarer cette source de revenus en France, sachant qu'elle a peur d'être doublement imposée, évidemment? Alors, tout dépend où son foyer fiscal se situe. Si son foyer fiscal se situe à l'étranger et qu'elle perçoit un salaire
pour l'exécution de son travail qui se situe à l'étranger, la France n'a rien à voir là-dedans. Du moment que votre foyer fiscal se situe à l'étranger, par principe, vous êtes taxable dans le pays où votre résidence fiscale est située. Après, il peut s'avérer dans certains cas qu'il peut y avoir des problèmes de double résidence. Dans ce cas-là, ce sont les conventions fiscales qui vont déterminer dans quel pays vous êtes résident. Et à partir de là, quand on aura déterminé par l'interprétation de la convention fiscale dans quel pays on est résident, eh bien c'est le pays dans lequel nous sommes résidents qui imposera la source de revenus selon la convention fiscale. Voilà. Donc si elle touche un salaire dans un pays étranger et que ce travail est exécuté dans un pays étranger et qu'elle n'habite pas la France, il n'y a aucune crainte avec la France. D'accord. Alors, une question un petit peu identique, mais sur des revenus fonciers, c'est Philippe qui demande, donc il est résident hors de France dans l'UE, il paye des impôts sur des loyers qui sont reçus en France, et il demande est-ce qu'il doit aussi le déclarer dans son pays de l'UE, dans le pays où il vit? Alors là, pour ça, c'est une question de fiscalité locale. Oui. Je ne sais pas dans quel pays ce monsieur vit, mais si je raisonne comme un Français, j'ai un appartement à Berlin, et j'habite en France. En tant que résident de France, je me dois de déclarer mes revenus mondiaux. D'accord. Donc même si l'Allemagne taxe mon revenu immobilier parce que ce bien se situe physiquement en Allemagne, je devrais quand même le déclarer en France. C'est peut-être le cas pour monsieur. Par exemple, je vous donne un exemple, je sais que les Américains, quand vous êtes résident américain, vous devez également déclarer vos revenus mondiaux. Même si la Convention dit que il y a un impôt sur le revenu foncier dans le pays où se situe le bien, il se peut que votre pays de résidence réclame également la taxation de ce bien-là parce que vous serez imposé mondialement sur tous vos revenus. Et c'est là où justement vont jouer les conventions fiscales. Parce que ce monsieur va me dire, OK, je déclare dans mon pays, mais la France aussi me prend un impôt, donc je vais être doublement taxé. Eh bien, les conventions sont justement là pour éviter cette double taxation. Généralement, l'impôt que vous avez payé dans un pays sera déductible dans votre pays de résidence ou pourra même peut-être être totalement exonéré. Cela dépend des conventions. Donc, par le jeu des conventions, la France est l'un des pays qui a signé le plus grand nombre de conventions. On en a, je crois, plus de 190 avec tous les pays. Donc, je pense que monsieur habitant un pays de l'Union européenne, son cas est forcément traité dans la convention. D'accord. Alors justement, il y a une question de Pascal, puisqu'on vient de parler des conventions, qui lui dit s'il n'existe pas de convention fiscale avec mon ancien pays de résidence, comment faire la déclaration d'impôt? Il est rentré en France en 2020 après plusieurs années à l'étranger, donc il était non résident, mais apparemment dans un pays où il n'y avait pas de convention. Qu'est-ce qui est prévu? Alors là, malheureusement, c'est la double peine, puisque s'il n'y a pas de convention, il peut y avoir double taxation. Je vous prends un exemple avec le Danemark. Par exemple, je sais qu'avec le Danemark, nous n'avons pas de convention fiscale. Et c'est étonnant, c'est un pays de l'Union européenne. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, je possède un appartement à Copenhague. La législation danoise me dit je dois payer un impôt foncier parce que mon appartement est à Copenhague, donc je vais payer mon impôt foncier. Mais la législation française me dit, étant résident de France, vous êtes imposé mondialement. Donc, vous devez déclarer cet appartement à Copenhague. Mais comme il n'y a pas de convention entre les deux pays, je vais payer un double impôt. Donc, je paierai un impôt à Copenhague et je paierai un impôt en France. C'est la même chose avec la Colombie. La Colombie n'a toujours pas ratifié la convention. Donc, voilà, si malheureusement il n'y a pas de convention, il y a de très fortes chances qu'il y ait un double risque de taxation. Oui, donc, ça vaut le coup de se renseigner avant sur l'existence des conventions. Exactement, tout à fait. Bon, c'est bon à savoir. Une question de Sophie dans le fil qui dit la plus-value de cession d'un bien immobilier détenu à l'étranger est-elle taxable en France si cette cession intervient l'année du retour? Donc, j'imagine, par exemple, je vis je sais pas, au Brésil, je détiens une maison, je rentre en France, donc je vends ma maison, je rentre en France pour en faire ma résidence principale. Est-ce que la vente de ce bien au Brésil serait taxée en France? Alors, tout dépend quand est-ce que vous l'avez vendu. Parce que je vous rappelle que l'année de votre retour, vous allez faire 2 déclarations. D'accord? Donc, si vous vendez votre résidence au Brésil avant d'être officiellement, on va dire, revenu en France,
là, vous n'avez pas besoin de déclarer en France puisque vous étiez encore résident fiscal du Brésil. Par contre, si vous vendez votre bien alors que vous êtes déjà redevenu résident fiscal de France, effectivement, il faudra déclarer cette imposition en France. Et également, là, par le jeu des conventions fiscales, on peut aboutir à des crédits d'impôt. Donc, moralité, il vaut mieux tenter de vendre en tant que non-résident que de vendre en tant avant d'être redevenu résident. Oui, d'accord. Puisqu'on est en train de parler là, de convention de résidence fiscale, Jean-Pierre pose une question toute simple, mais ça serait vraiment intéressant, je pense, pour nos internautes, Patrick, que vous nous répondiez. C'est comment est définie cette résidence fiscale? Alors, le principe, c'est que on va regarder si chaque pays peut revendiquer la résidence fiscale. En France, par exemple, les critères, il y en a 3, hein, c'est soit le foyer d'habitation, d'accord, ou bien le centre des intérêts économiques, ou bien l'exécution de la réalisation de notre travail. Si l'un des 3 critères est rempli, l'administration fiscale pourra vous considérer comme résident fiscal de France. Mais il se peut que dans l'autre pays, également par les critères, on va dire, locaux, vous soyez également considéré comme résident fiscal. Donc là, il va y avoir les 2 pays vont pouvoir réclamer la résidence fiscale. Hein. Dans ce cas-là, c'est là où la convention rentre, je dirais, en scène. On va généralement prendre l'article 3, l'article 2, qui définit les critères de résidence. Et là, on va définir des critères non pas alternatifs, mais éliminatoires. On va déjà regarder le premier critère. Donc, 99% des cas, ça va être où se situe le foyer d'habitation. Si on arrive à déterminer où se situe le foyer d'habitation, eh bien, ça sera le pays de résidence. Si vous avez un double foyer, il faut savoir que vous avez un double foyer, à ce moment-là, on va passer au second critère, qui est généralement, dans les conventions, hein, il faut regarder bien sûr chaque convention, mais en principe, souvent, c'est le centre des intérêts économiques. Si ce critère-là ne peut pas être partagé, puisque le centre des intérêts économiques peut être partagé entre 2 pays, on va passer à un 3e critère, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la nationalité de la personne. Et jusqu'à arriver, si on n'arrive pas à se déterminer sur la nationalité, généralement, ce sont les administrations fiscales qui font une réunion entre elles et qui vont déterminer la résidence fiscale. Bon, généralement, on n'en arrive pas jusque-là parce que souvent, on n'a qu'un seul foyer ou bien un centre des intérêts vitaux qui sont des critères suffisants pour déterminer cette résidence. Mais effectivement, la convention ne s'appliquera que si les 2 pays peuvent réclamer la résidence. Et à ce moment-là, on arrivera à ces critères-là. Allez, on continue avec les questions. On a une question de Philippe, mais que je vais élargir un petit peu, qui dit: le fisc est-il attentif au dossier des expatriés de retour en France? En clair, quels sont les risques de contrôle? Et plus largement, comment s'y préparer en fait? Écoutez, le fisc a l'air... Je ne connais pas les critères, je ne peux pas vous dire quels sont les critères qui font que votre dossier va remonter plus vite qu'un autre. Après, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, apparemment, quand vous bénéficiez du régime d'impatrié, qui est un régime un peu spécifique, hein, qui en fait va permettre d'exonérer une partie de votre revenu en France, par exemple, l'administration fiscale est quand même assez sensible à ce régime-là, parce que c'est un régime qui peut faire que vous ne paierez pas totalement l'impôt. Voilà. Donc là, s'ils voient que vous bénéficiez du régime des impatriés, généralement, ils peuvent regarder parce qu'il y a un avantage fiscal à la clé. Donc, je dirais qu'ils auront plus tendance à regarder si du fait de votre retour, ça donne un avantage fiscal. Oui, ils vont peut-être un petit peu regarder. Après, il y a des milliers de personnes qui rentrent en France, qui reviennent en France, hein, et il n'y a pas de contrôle. Hein. Je ne suis pas dans les arcanes de l'administration pour vous donner les critères exacts qui font que votre dossier va remonter, mais je sais que pour les impatriés, c'est le cas. J'ai vu qu'ils surveillaient sur les réseaux sociaux maintenant, donc alors oui, ils ont le droit sur Facebook. Oui. Je ne sais pas si vous connaissiez à l'époque ce film Signe extérieur de richesse, hein, qui est un vieux film avec Jeanne Balasco et Jean-Pierre Mariel, dans lequel
Déjà à l'époque, ils surveillaient les couvertures de magazines pour regarder s'ils mangeaient du caviar ou de l'Olympe. Hein. Et effectivement, maintenant, les impôts ont la possibilité tout à fait de regarder les réseaux sociaux. Et je pense que ça peut s'adresser énormément à beaucoup de sportifs qui, soi-disant, ne sont pas en France, mais qui, on s'aperçoit, passent beaucoup de temps en France. Très bien, allez. On continue avec les questions. Posez bien toutes vos questions. On est à peu près à la moitié de ce webinaire. Je vous rappelle, très important, qu'il sera disponible en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, si vous avez raté le début, si vous voulez le revoir, si vous voulez le recommander à vos amis, collègues, connaissances qui ne peuvent pas y assister en live, bah, évidemment, il sera disponible. Vous allez recevoir un mail très bientôt. Il sera disponible sur YouTube via un article dans les prochains jours sur lepetitjournal.com. Et puis, posez bien toutes vos questions. Patrick Janel est avec nous encore une bonne demi-heure. Donc, c'est le moment, évidemment, du conséquence. C'est le moment de lui poser toutes vos questions. On a Pascal qui demande: est-ce que la loi d'urgence sanitaire en 2020 a-t-elle un impact sur la déclaration d'impôt, sachant que lui, il a dû revenir définitivement en France lors du premier confinement? Alors, effectivement, la question s'est posée des problèmes des gens qui se sont retrouvés coincés sur le sol français. Et légitimement, ils se sont posé la question en disant je risque de remplir un des fameux critères que j'ai énoncé tout à l'heure, qui fait que l'administration fiscale pourrait me dire: mais attendez, pour l'année 2020, vous êtes résident fiscal de France. Alors, je les rassure, Bercy a sorti une note dans laquelle elle énonce que les raisons sanitaires exceptionnelles peuvent justifier que si un critère était rempli, ce critère, on ne le retiendrait pas pour garder la qualification de résident fiscal de France. En fait, ils vont étudier ça au cas par cas. Ils ont décidé que si une circonstance exceptionnelle qui se justifie par un motif juridique ou une impossibilité matérielle de revenir dans votre pays où vous étiez, on n'en tiendra pas rigueur. Donc, je vous donne un exemple. J'ai un exemple en tête. Une personne qui est résidente de Chine, et aujourd'hui, on lui dit: si vous voulez revenir en Chine, il faut faire vacciner au vaccin chinois. C'est très bien que la France ne délivre pas le vaccin chinois. Donc pour elle, elle est coincée. Elle ne peut pas revenir parce que l'État chinois lui dit vous ne viendrez que si vous êtes vacciné au vaccin chinois. Voilà. Donc c'est une raison tout à fait justifiable, matérielle, qui fait qu'elle ne peut pas rentrer en Chine, pas rentrer chez elle, parce qu'il y a une raison administrative dans le pays qui fait qu'on ne peut pas rentrer. Par contre, si les liaisons aériennes sont réouvertes à votre pays et que vous pouvez revenir dans votre pays, là, vous ne pouvez pas dire je ne suis pas revenu parce que j'ai peur dans mon pays d'attraper le Covid et donc je préfère rester en France. Ce ne sera pas une raison qui justifiera que vous serez toujours considéré comme non-résident. Donc, en fait, si vous voulez, c'est au cas par cas et l'administration fiscale appréciera au cas par cas les raisons de votre non-retour, on va dire, dans votre pays. Faut le motiver. Donc, j'ai une question, et ça rejoint un peu une question de Thierry qui nous dit: pouvez-nous faire un rappel, imposition, taux moyen, taux minimum pour les expatriés? Et je voulais savoir, en fait, Patrick, s'il était plus favorable d'opter justement pour le taux moyen d'imposition en tant que non-résident. Alors, déjà, je vais juste vous rappeler comment est imposé un non-résident, la base. Quand vous êtes non-résident et que vous avez des revenus de source française et que ces revenus sont positifs, le principe, c'est que vous serez imposé un taux minimum de 20%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'administration fiscale va calculer votre impôt comme un résident de France, en tenant compte de votre structure familiale, donc du nombre de parts que vous détenez dans ce revenu, et l'impôt divisé par le revenu va vous donner un taux. 10, 15, 25, peu importe ce taux. Si ce taux est inférieur à 20%, on vous imposera en tant que non-résident à 20%. J'ai un taux de 15, je serai imposé à 20. J'ai un taux de 5, je serai imposé à 20. Voilà, ça c'est le taux minimum d'imposition. Cependant, vous pouvez demander à être imposé au taux moyen qui résulte du calcul de l'impôt si vous acceptez de déclarer à l'administration fiscale française l'ensemble de vos revenus mondiaux. Mais, je tiens à préciser, vous ne serez pas taxé sur ces revenus étrangers, c'est-à-dire ces revenus de source non française. Ils serviront seulement
à calculer le taux moyen d'imposition. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez 20 000 euros de source française et vous avez 100 000 euros de salaire. Ça vous fait 120 000. D'accord? Et vous avez 6 parts. Voilà. Donc, l'administration française va calculer par rapport à 6 parts sur un revenu de 120 000, quel est le taux moyen. Si ce taux moyen aboutit à un chiffre inférieur à 20% et que donc vous avez accepté de déclarer vos revenus mondiaux, vous ne serez taxé sur vos revenus de source française seulement, donc sur les 20 000, hein, et pas les 120 000, que sur les 20 000, à ce taux de, disons, 15%. Donc effectivement, c'est intéressant de faire l'exercice, puisque si le taux moyen aboutit en dessous de 20% en acceptant de déclarer ses revenus mondiaux, effectivement, il faut choisir cette option-là. Et d'ailleurs, je tiens à ajouter une chose qui peut être intéressante, notamment pour les retraités. Les retraités, dont en fait les revenus sont imposés par la France. Et ces gens-là n'ont peut-être pas d'autres revenus dans le monde, n'ont que ces retraites ou que ces revenus fonciers de source française. Une question ministérielle, une question au gouvernement a été posée fin octobre en disant, ben voilà, je suis retraité, je n'ai pas de revenus autres que de la France, est-ce que je peux quand même bénéficier du taux moyen? Eh bien, le gouvernement a répondu oui. Vous pouvez décider d'opter dans votre déclaration pour le taux moyen, même si vous n'avez pas de revenus de source non française. Par contre, vous devrez être en mesure de prouver à l'administration fiscale, s'il y a un contrôle, s'il y a une demande, une question, de prouver effectivement que vous n'avez pas de revenus de source non française autres que vos revenus français. Donc, c'est un calcul à faire et ça, c'est souvent méconnu parce que c'est quand même une source, on va dire, d'économie d'impôt, hein, d'opter pour le taux d'imposition mondial. Et je le répète, hein, vos revenus qui ne sont pas de source française ne seront pas taxés. Hein. Ils serviront juste à déterminer le taux moyen d'imposition. Alors, Laetitia demande une précision à ce sujet en demandant est-ce que, quand vous parlez de revenus, ça inclut aussi les comptes épargne, la retraite, les placements, ou est-ce que c'est seulement les salaires, ou est-ce que c'est bien est-ce que c'est différencié? Alors, quand on dit revenu, c'est revenu. Donc, un revenu, c'est une somme d'argent qui arrive. Un dividende, c'est un revenu. D'accord. Vous touchez des intérêts d'obligations, vous habitez la Suisse, par exemple, des intérêts d'obligations, mais ces intérêts, ce sont des revenus. Par contre, vous détenez un compte épargne qui ne fournit aucun revenu, mais c'est juste une solution de capitalisation. Ce n'est pas un revenu parce que vous ne le touchez pas. D'accord. Donc, le revenu, je dirais que c'est le flux qui rentre sur votre compte en banque. Mais si ce capital, ce placement ne vous procure pas de revenus, ça ne rentre absolument pas dans la définition de revenu. C'est juste du capital. Très bien. Une question de Laurent qui est expatrié au Qatar et qui explique qu'il n'est pas imposé sur le revenu au Qatar. Donc, il demande quelle sera la procédure fiscale quand il rentrera définitivement en France. Comment est-ce qu'il pourra être imposé sur ses revenus au Qatar, sachant qu'il ne paye pas d'impôt sur le revenu? Alors, c'est ce que je disais. Le jour de son retour, il fera deux déclarations. Si auparavant il touchait des revenus de source française, il déclarera pour la période où il était résident. Quand il reviendra en France, il faudra regarder d'où proviennent ses revenus. S'il a encore des revenus de source qatari, il devra les déclarer sur ce qu'on appelle la 2047, déclaration de revenus de source étrangère. Donc ça peut être des revenus fonciers, par exemple, il peut avoir un appartement à Doha qui loue et ça va lui donner des revenus fonciers. Ça peut être toujours un salaire qui lui est versé par les Qataris. Ça peut être des dividendes. Il a peut-être un compte-titre au Qatar, au Hong Kong, je ne sais quoi, il touche des dividendes. Le jour où il redevient résident fiscal de France, il sera imposé sur ses revenus mondiaux, quel que soit le pays. Même si le pays, localement, n'impose pas ce revenu-là, mais qu'il a une source de revenus provenant de ce pays-là, il devra déclarer à l'administration fiscale française ses revenus. Très bien, c'est clair. Allez, il nous reste encore une vingtaine de minutes. Continuez à poser toutes vos questions
à Patrick Janel, responsable de la gestion privée chez Equance, l'expert de la gestion privée internationale. On est encore une vingtaine de minutes ensemble. Moi, j'avais une question par rapport aux pensions. Je vis à l'étranger, j'ai un fils étudiant en France à qui je verse une allocation pour qu'il puisse vivre et faire ses études. Moi-même, habitant hors de France, est-ce que je peux déduire cette pension? Oui, sous condition. Première condition, il faut opter pour le taux moyen d'imposition. C'est-à-dire qu'il faut déclarer, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il faut déclarer à l'administration fiscale l'ensemble de vos revenus mondiaux. Si vous n'optez pas pour le taux moyen, vous ne pourrez pas déduire cette pension. Donc déjà, c'est une première condition, opter pour le taux moyen. Deuxième condition, il faudra que votre fils, s'il est détaché bien sûr du foyer fiscal, déclare cette pension à l'administration fiscale française. Parce que pour lui, c'est un revenu. Bien sûr. Et troisième condition, la dernière, il ne faut pas que vous ayez vous-même pu déduire cette pension dans votre pays de résidence. On ne peut pas déduire deux fois. En fait, on ne veut pas que vous déduisiez deux fois. Hein, une fois dans votre pays de résidence et une fois en France. Voilà. Donc, si ces trois conditions sont remplies, effectivement, vous pourrez déduire cette pension alimentaire de vos revenus source française. Et c'est la même chose, par exemple, pour un EHPAD qu'on pourrait payer à ses parents âgés? Oui, oui, on considère ça. Alors, on peut se dire que ce n'est pas une pension, puisque je ne paye pas en fait directement à ma mère, je le paye à la. Oui, l'administration fiscale considère que ce n'est pas parce que vous donnez directement, on va dire, le loyer, l'argent à votre maman qui elle-même va payer l'EHPAD. On peut assimiler ça à une pension alimentaire. C'est déductible dans les mêmes conditions, exactement les mêmes conditions que je viens d'énoncer. Très bien. Il y a une question de Pascal qui demande comment déclarer des revenus étrangers reçus en monnaie étrangère. C'est-à-dire en gros, quel taux de change est appliqué pour la déclaration d'impôt en France? Est-ce qu'on déclare dans la monnaie étrangère? Est-ce qu'on fait un... Alors non, c'est toujours en euros. On déclare toujours en euros. Alors le taux de change retenu, je crois qu'il faut retenir le taux du jour où le revenu est rentré on va dire, dans les comptes. D'accord, très bien. Alors, deux petites questions assez pratiques. Anne demande comment on peut opter pour le taux moyen d'imposition. Est-ce que c'est au moment où on fait sa déclaration? Est-ce qu'il faut faire une demande spécifique? Exactement, c'est au moment où vous faites vos déclarations. Si vous voulez, l'administration sait que vous êtes non-résidente. Hein, il faut, c'est une case à cocher sur la 2042, hein, où on dit j'opte pour le taux moyen. Et à ce moment-là, il faudra que vous rentriez les détails. Hein, c'est-à-dire que vous allez cocher j'opte pour le taux moyen. Et il faudra donc déclarer informatiquement. Hein, il faudra dire voilà, j'ai un salaire de temps. Juste au cas où il y aura un contrôle, s'ils vous demanderont à ce moment-là peut-être les justificatifs. Mais le jour où vous déclarez, il n'y a pas de justificatif à apporter, à joindre en forme PDF ou fichier joint à votre déclaration. C'est juste cocher la bonne cellule, on va dire, quand vous déclarez en ligne. Et il faut juste garder tous les justificatifs en cas de contrôle. Très bien. Je voulais aborder un point, c'était l'assurance vie, Patrick. Par exemple, je suis non-résident, j'ai un contrat d'assurance vie, je décède. C'est un exemple évidemment très générique. Je vis à l'étranger, donc que se passe-t-il? Mes bénéficiaires sont-ils imposés en France? Alors, il faut distinguer l'assurance vie où se trouve le contrat. Est-ce que c'est un contrat français ou est-ce que c'est un contrat étranger? Souvent luxembourgeois. Et ensuite, première chose, et ensuite il faut regarder où se trouve l'assuré souscripteur, donc le défunt, dans quel pays de résidence il était, et où se trouve également le bénéficiaire. S'il se trouve que votre contrat était luxembourgeois, que vous étiez non-résident au moment de votre domicile fiscal, au moment de votre décès se situait, on va dire, au Qatar, et que vos bénéficiaires se situaient à Hong Kong ou à Moscou ou ailleurs, et que du moment que ce bénéficiaire n'a pas vécu 6 ans au cours des 10 dernières années en France, les capitaux ne seront pas taxables en France. D'accord? Donc attention, c'est pas parce que, donc je le répète, c'est pas parce que le bénéficiaire aujourd'hui n'est pas résident de France qu'il ne sera peut-être pas taxé. S'il a vécu à un moment donné 6 ans au cours des 10 dernières années comme résident de France, il sera rattrapé par la patrouille.
Hein. Voilà. Ça, c'est le principe. Après, si le bénéficiaire, vous êtes non-résident, vivez au Qatar et que vos enfants vivent en France, l'administration fiscale française, que le compte droit d'ailleurs soit luxembourgeois ou que le compte droit soit français, vous taxera selon la fiscalité spécifique à l'assurance vie. Et alors, sans le cas d'un décès, par exemple, on arrive au terme de son assurance vie, on récupère son capital et ses intérêts, est-ce qu'on est prélevé de la CSG et est-ce qu'on peut bénéficier d'un abattement quand on est non-résident? Alors, quand on est non-résident, il y a une petite particularité, c'est qu'effectivement, normalement, vous n'êtes pas soumis à la CSG-CRDS. Vous faites un rachat, ce qu'on appelle un rachat. Hein, vous décidez de retirer une partie du capital et dans ce capital, l'assureur va calculer la part d'intérêt. C'est seulement la part d'intérêt qui sera taxée. Elle sera taxée comment? Eh bien, on va prendre la convention fiscale qui existe entre la France et votre pays de résidence. Et il se peut que la France fasse une retenue à la source. Et la France ne devra faire une retenue à la source que du montant indiqué dans la convention. Il ne devra pas prélever la CSG-CRDS. Ça, c'est le principe. D'accord? Premier principe. Deuxième principe, il s'avère qu'effectivement, en France, quand vous détenez un contrat qui a une antériorité fiscale de plus de 8 ans, lors du rachat, vous bénéficiez d'un abattement de 9 200 € d'abattement pour un couple ou 4 600 pour un célibataire chaque année. Cet abattement-là ne bénéficiera pas aux non-résidents. Donc, s'il y a un impôt à la source qui sera retenu par la France, on le prendra dès le premier euro. Alors que si vous étiez résident de France, vous auriez l'abattement de 9 200 ou 4 600. Et si par malheur, on vous a pris la CSG-CRDS parce que le banquier, il ne sait pas que vous êtes non-résident, vous n'avez pas signalé que vous étiez non-résident, et il va vous appliquer la fiscalité française, il y a quand même une séance de rattrapage, c'est que vous avez 2 ans à compter de l'opération pour réclamer à Bercy le remboursement des prélèvements sociaux indus et du montant de la taxation indue. Pour cela, il y a quelques formalités à accomplir. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué. Il y a certains formulaires à faire signer dans son état de résidence pour pouvoir dire, attendez, vous m'aviez à l'époque prélevé la CSG-CRDS et la fiscalité française. Or, moi, le jour où j'ai fait mon rachat, je n'étais pas résident de France. Donc, voici les documents qui me permettent de réclamer à Bercy les prélèvements indus. Très bien, voilà. Le seul souci, c'est juste que dans certains pays, effectivement, ils n'acceptent pas on va dire, les justificatifs français. Hein. Voilà. Donc, des fois, l'assureur est conciliant, cela dépend. Mais effectivement, par principe, la CSG-CRDS n'est pas applicable sur les revenus de capitaux mobiliers aux non-résidents. Parfait. Allez, on va aborder le dernier quart d'heure un petit peu plus de ce webinaire. Continuez à poser vos questions. On a une question de Sophie qui demande si on adopte le taux moyen, faut-il aussi déclarer ses biens, donc son patrimoine, et être soumis à alors elle dit l'ISF, je crois que c'est maintenant l'IFI. Donc du coup, Patrick, expliquez-nous ça. Alors non, c'est totalement indépendant. C'est totalement indépendant. Il y a un impôt sur le revenu, qui est l'impôt sur le revenu, il y a un impôt sur le capital immobilier, qui est l'IFI. D'accord ? Ce sont 2 impôts différents. Vous n'êtes taxé à l'IFI que si votre capital immobilier dépasse 1,3 million d'euros net de passif. En France, pour un non-résident. Un non-résident n'est taxable à l'IFI que s'il a un capital immobilier supérieur à 1,3 million d'euros net de dette. Par contre, si vous êtes résident de France, le 1,3 million d'euros s'apprécie au niveau mondial. Donc, si j'ai un appartement à New York et que je suis résident de France à Paris, je devrais déclarer dans mon IFI mon appartement à New York. Par contre, si je suis dans la même situation, mais je suis résident à Berlin, j'ai un appartement à Paris et à New York, l'IFI ne concernera que le patrimoine français pour le non-résident et est déclarable seulement si vous dépassez 1,3 million. Parfait. Une question un petit peu différente posée par Graham
qui demande: pouvez-vous nous indiquer le taux d'imposition sur les plus-values issues de crypto-monnaies et la façon de les déclarer? Donc, je pense peut-être les bitcoins, par exemple. Voilà. Alors, c'est très simple. C'est 30%. Voilà. C'est 30%, sachant qu'il ne faut pas confondre ce 30% avec ce qu'on appelle en France le prélèvement forfaitaire unique qui est également de 30% et qui n'est pas composé de la même façon. Hein. Le PFU français, c'est 12,8 d'impôts et 17,2 de CSG-CRDS. Là, pour la crypto-monnaie, c'est 30%. Et je rappelle que dorénavant, il ne faut pas oublier de déclarer également vos comptes crypto-monnaies. C'est comme les comptes étrangers, hein, on doit se déclarer chaque année les comptes étrangers qu'un résident de France détient à l'étranger. Ben là, pareillement, si vous détenez des comptes crypto-monnaies, il faudra le déclarer, car le fisc vous surveillera. Voilà. Donc, c'est forfait, c'est plus-value 30%. Et sachant que si vous faites une moins-value, il peut arriver que vous fassiez une moins-value sur le Bitcoin, hein, cette plus-value ne sera pas compensable avec d'autres plus-values que vous avez réalisées sur des actions, par exemple. Hein, j'ai acheté de l'Air Liquide, j'ai 100 de plus-value sur Air Liquide, et puis avec ma crypto-monnaie, je fais moins 50. Je ne pourrais pas compenser les moins-values de crypto-monnaie sur mes 100 de plus-value de Air Liquide. Par contre, si je fais 100 de crypto-monnaie sur le Bitcoin et je fais moins 50 sur l'Ethereum, qui est une autre crypto-monnaie, là, les plus-values et les moins-values se compensent. D'accord ? Très bien. Alors, Graham, il a un prénom anglais. Je ne sais pas s'il est résident en Angleterre ou pas, peu importe. Mais je me demandais si le Brexit changeait des choses, Patrick, sur le plan, par exemple, des revenus fonciers, si je veux vendre un bien immobilier en France alors que je vis en Angleterre, ou si j'ai un plan d'épargne action. Est-ce qu'il y a des choses qui concrètement changent avec ce Brexit sur le plan fiscal? Eh oui, il y a des effets. Alors, si on reprend les différents points, au niveau de la CSG-CRDS déjà, je vous rappelle que, en tant que résident de l'Union européenne, vous êtes soumis à un prélèvement de solidarité de 7,5% si dans votre pays, vous êtes également soumis à un régime de sécurité sociale obligatoire. Et cela s'appliquait aux résidents du Royaume-Uni jusqu'à maintenant. Eh bien, ils ont voulu quitter l'Union européenne. Eh bien, dorénavant, c'est les résidents du Royaume-Uni qui détiennent des revenus fonciers en France vont être resoumis à la CSG-CRDS, donc au taux de 17,2%, et non plus 7,5%. Ça, c'est un premier effet. Deuxième effet, si vous déteniez un PEA avec des titres britanniques dans votre PEA, vous avez jusqu'à, si je dis pas de bêtises, jusqu'à septembre 2021 pour sortir ces titres, c'est-à-dire les vendre en fait. À partir de cette date-là, il ne faudra plus détenir de titres d'origine britannique dans votre PEA. Et troisième point, vous avez posé une question sur les plus-values. Effectivement, alors le calcul de la plus-value ne change pas, hein, que vous soyez britannique, italien, français, le calcul du régime des plus-values et le régime d'imposition est le même. Mis à part que quand vous êtes résident du Royaume-Uni, donc hors de l'Union européenne, lorsque vous allez vendre un bien, vous allez devoir avoir recours à ce qu'on appelle un représentant fiscal. Le représentant fiscal doit être d'office désigné quand le bien est cédé par une personne qui ne réside pas dans l'Union européenne. Et ce représentant fiscal est là pour rassurer Bercy, assurer Bercy que en fait, vous avez payé correctement, on va dire, votre impôt. Donc, il va vérifier les calculs, il va vérifier si vous bénéficiez d'exonération, il va vérifier tout un tas de choses. Et puisqu'il se porte garant pour vous, vis-à-vis de l'administration fiscale, que l'impôt a été correctement calculé, correctement recouvré et payé. Voilà. Donc, en tant que futur, on va dire, maintenant, en tant que résident du Royaume, vous devrez recourir à ce représentant fiscal si vous cédez un bien immobilier en France, bien sûr. Bon, bravo Patrick, je vous avais fait 3 questions en une, mais vous avez répondu à tout. Félicitations, merci. Allez, on va aborder les dernières questions, continuer. Donc, j'ai une question de Xavier qui dit: j'ai cédé des actions issues d'un plan d'action gratuite qui génère un gain d'acquisition en France quand il était résident fiscal en France, ce qui n'a plus l'air d'être le cas aujourd'hui. Et il demande si ce gain est soumis à la CSG-CRDS. Alors, non, ce gain, alors, il faut voir un petit peu. Il a eu des actions gratuites.
Dans les actions gratuites, il y a deux types de plus-value. Il y a ce qu'on appelle une plus-value d'acquisition et une plus-value de cession. D'accord ? La plus-value d'acquisition, elle est composée, donc le gain, l'action est acquise à 0 et elle rentre un jour dans votre patrimoine pour un certain prix, de 100. Bien, 0 moins 100 égale 100 € de plus-value d'acquisition. Ce gain sera taxable en France si ce gain est relatif à, on va dire, un exercice d'une période française. D'accord ? Mais si au moment où vous réalisez ce gain d'acquisition, vous êtes non résident, vous n'êtes pas soumis à la CSG-CRDS. D'accord ? Parce que vous êtes non résident au moment de la réalisation de ce gain. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le gain d'acquisition, si votre plan est dit qualifié, n'est pas taxable le jour où vous réalisez cette plus-value. Le gain d'acquisition est réalisé le jour où vous allez céder des actions sur le marché. D'accord ? Et là, il y aura une seconde plus-value, qui est la plus-value de cession de valeur mobilière, qui est la différence entre le prix de l'action cédée sur le marché, donc disons que c'était cédé à 110, elle est rentrée pour le patrimoine pour 100, les 10 seront la plus-value mobilière, cession. Cette plus-value-là, en tant que non-résident, sera taxable dans votre pays de résidence. Mais en aucun cas, il n'y aura de la CSG-CRDS. Il peut y avoir ce qu'on appelle une contribution exceptionnelle de 10%, sous certaines conditions, qui devra s'appliquer même aux non-résidents, mais selon la date à laquelle vous avez reçu vos actions gratuites, cette contribution peut être présente ou non. Voilà. Mais proprement parlé, sur la CSG-CRDS, si vous cédez et qu'il y a une plus-value d'acquisition en tant que non-résident, vous n'êtes pas soumis à la CSG-CRDS. D'accord. Une question de Denise qui demande: le rachat d'un PEL est-il soumis à la même fiscalité qu'une assurance vie pour un résident en Europe? Alors, le PEL, c'est un produit d'épargne, d'accord? Et donc, vous allez recevoir des intérêts, d'accord? Donc, c'est un revenu de valeur mobilière. Et les revenus de valeur mobilière, en tant que non-résident, sont exonérés en France. Donc, il faudra déclarer ces intérêts dans votre pays de résidence. La France pourra, le cas échéant, réaliser une retenue à la source. Là, il faudra regarder le taux de la convention entre la France et votre pays de résidence. Et si la France fait une retenue à la source, cette retenue à la source constituera pour vous un crédit d'impôt que vous pourrez déduire dans votre pays de résidence. Allez, on va aborder les dernières questions. André demande, en fait, André, il loue un bien en meublé et un bien en non meublé. Donc, est-ce qu'il doit faire une déclaration ou deux déclarations différentes? Deux déclarations différentes. Il devra faire une 2044 pour le bien loué nu. Et il devra faire une 2042 PRO, pour la location meublée. Donc là, il faudra qu'il distingue s'il doit déclarer en tant que professionnel ou en tant que non professionnel. Selon et comme je vous disais tout à l'heure, le montant. La différence entre les deux dépend du montant des recettes essentiellement que vous avez. Donc, alors, deux déclarations. D'accord. Voilà, André, la réponse. Sébastien est un non-résident, donc il est non-résident, il a une holding luxembourgeoise qui détient une SCI à l'impôt sur le revenu et il demande si les revenus immobiliers de la SCI sont taxables en France ou au Luxembourg. Alors, il faut regarder la convention qui existe entre la France et le Luxembourg. Je sais qu'elle a été récemment renégociée, donc je ne la connais pas par cœur, je ne peux pas vous dire. Par principe, c'est que si votre SCI est à l'IR, elle est fiscalement transparente, donc les résultats vont remonter directement dans la holding. Si votre SCI est à l'IS, la France, vous devrez payer en France votre impôt sur les sociétés et ensuite, si vous souhaitez toucher les revenus, vous distribuez un dividende à votre holding luxembourgeoise. Voilà. Mais là, récemment, elle a été renégociée et il faudrait que je regarde. Je ne connais pas exactement le régime de la SCI détenue par une holding luxembourgeoise, mais je pourrais très bien regarder cette question plus tard.
Alors, il existe des avantages fiscaux en France pour l'immobilier neuf, hein, je pense Pinel, Malraux. Est-ce que ça concerne les non-résidents? Est-ce qu'ils ont intérêt à investir dans des dispositifs comme cela ou est-ce qu'ils en sont exclus? Alors, le Malraux, c'est réservé qu'aux non-résidents, qu'aux résidents, excusez-moi. Le Malraux, malheureusement, autant un résident pourrait acquérir ce qu'on appelle un monument historique, parce que c'est une charge déductible de l'impôt, autant un Malraux n'est réservé qu'aux résidents. Ça, c'est le principe. Ensuite, pour le Pinel, ça dépend. Ça dépend, puisque en 2019, la loi a changé. Effectivement, à l'origine, lorsque le Pinel a été créé, un non-résident ne pouvait pas bénéficier de la réduction d'impôt Pinel. Donc, je vous donne un exemple, vous achetiez en tant que résident de France, vous commenciez votre Pinel et puis vous vous expatriez. Le jour de votre expatriation, le Pinel s'arrêtait. D'accord ? Et si vous aviez la chance de revenir en France avant l'extinction des 9 ans du Pinel, vous pouviez reprendre la déduction Pinel. D'accord ? En 2019, on a changé les règles du jeu parce que l'État a été condamné sur le cellier. Et ils se sont dit, oh là là, on va se prendre un contentieux comme avec la CGCRDS, donc on va calmer le jeu et on va autoriser la continuité de la réduction d'impôt pour le Pinel, pour les non-résidents, à une condition. Il faut que le jour où on acquiert le Pinel, ils aient été résidents de France. Si ensuite ils s'expatrient, ils pourront toujours continuer à bénéficier du Pinel, de la réduction d'impôt. Mais il faut avoir acquis ce bien après le 1er janvier 2019 en tant que résident fiscal de France. Donc, tous les vieux Pinel, entre guillemets, avant 2019, si vous êtes non-résident, vous pouvez oublier la réduction fiscale. Par contre, si vous avez acquis un Pinel après 2019 en tant que résident fiscal, vous conservez le bénéfice de cette réduction. D'accord. Emeline demande ce qu'il en est pour le Duflot. Alors, je ne sais pas si vous avez ces informations. Alors, Duflot, c'est lié. Duflot, ancien Pinel, ces trois régimes-là, du moment que vous n'êtes plus résident fiscal, vous arrêtez la réduction d'impôt. D'accord. Allez, une dernière question. Patrick demande quelle déclaration ou formulaire je dois remplir pour une SCI qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés? La 2072. Vous devez remplir le CERFA 2072 et comme je vous l'ai dit en introduction, soit vous le remplissez, alors vous devez déposer ce CERFA avant le 19 mai, minuit, sous format électronique et si sous format papier, c'est avant le 4 mai. Hein, voilà, bon, généralement, on va sous format électronique et vous allez sur votre espace impôt.gouv professionnel. Si vous n'avez pas encore de numéro on va dire d'identifiant, vous pouvez en faire la demande et les impôts vous créeront un accès et vous pourrez déposer sous format électronique cette 2072 pour les sociétés à l'IR. La suppression de la taxe d'habitation, donc elle a commencé à intervenir. Est-ce qu'elle concerne aussi les non-résidents? Alors, malheureusement, elle ne va pas les concerner parce que cette suppression-là, ça concerne la résidence principale. Et par définition, la résidence principale n'est pas en France. Donc malheureusement, si vous détenez un bien résidence secondaire, vous serez toujours soumis à la taxe d'habitation. Voilà, donc on va dire que ce n'est que pour les Français résidents. Parfait. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions de nos nombreux internautes. Merci à tous pour avoir posé toutes ces questions. Merci Patrick, je vais vous redonner la parole pour un petit mot de conclusion. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay dans quelques minutes, visible aussi dans un article du petitjournal.com dans quelques jours avec la vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas évidemment à le faire connaître. On mettra également les dates des déclarations fiscales, ce qu'on a abordé en tout début de webinaire, qui viennent de sortir. C'est tout chaud, donc le groupe Equance nous a fait parvenir un petit tableau qu'on va publier avec l'article. Patrick, peut-être un mot de conclusion, notamment peut-être pour tous nos expatriés, un message à leur donner pour bien se préparer? Oui, alors je vais juste rappeler deux codes du général des impôts qui ne sont pas écrits. Hein. C'est l'article 0, ce qui est dit pas vu, pas pris. Hein, donc, et puis il y a le 0 bis, c'est prix puni. Voilà. Donc,
Il faut pas oublier de déclarer ses impôts. Hein. D'ailleurs, si vous étiez dans ce cas-là, parce qu'il y a beaucoup de, on va dire, de naufragés fiscaux qui oublient de temps en temps de déclarer leur revenu d'impôt, Equance a une cellule dédiée spécifiquement justement à la régularisation des situations fiscales. Vous pouvez nous contacter à contact@equance.com et on pourra éventuellement, si vous le souhaitez, vous accompagner dans la régularisation de votre situation fiscale. Et de même, nous rentrons donc en pleine période de déclaration et nous avons également une cellule spécifique en relation avec un avocat fiscaliste pour déclarer et déposer en votre nom et pour votre compte ces déclarations de revenus. Voilà, donc vous pouvez nous contacter également pour qu'on puisse vous aider à déclarer correctement vos revenus de source française. Merci beaucoup. Merci Patrick Janel, responsable de la gestion privée chez Equance, l'expert de la gestion privée internationale. Merci à tous. Vous avez été très nombreux encore pour ce webinaire lepetitjournal.com. Bonne soirée pour ceux qui sont en Asie, bonne journée pour ceux qui sont en Amérique latine et à très bientôt à tout le monde. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir.